Merci Camille. Donc, c'est un plaisir d'accueillir Pierre-Olivier Bouchard. Aujourd'hui, il est professeur à l'École des mines de Paris, pardon, l'Institut Mines Télécom. Il fait sa recherche au CEMEF, Centre de mise en forme des matériaux à Sophia Antipolis. C'est un numéricien de la mécanique des matériaux et un de ses dadas est la modélisation de la rupture ductile. Ça tombe bien, il va nous en parler aujourd'hui. Pierre-Olivier, bienvenue et the floor is yours. Merci beaucoup François, merci Camille pour l'invitation. Donc oui, en effet, comme François vient de l'indiquer, j'ai fait mes recherches sur l'endommagement au cours de la mise en forme des matériaux et c'est le sujet que je vais traiter donc avec vous aujourd'hui, à la fois à l'échelle de la pièce, donc une échelle plutôt macroscopique, et puis à une échelle un peu plus fine, à une échelle mésoscopique, où l'endommagement justement provient d'hétérogénéités telles que les inclusions. Et donc on va essayer de s'intéresser à comment est-ce qu'on est capable de modéliser ces phases de germination, de croissance et de coalescence de porosité pour la rupture ductile. Donc j'ai pris en fait des illustrations de travaux de thèse en fait. Vous voyez en bas à gauche et en bas à droite des doctorants qui ont effectué ou qui sont en cours de thèse actuellement sur des sujets donc en collaboration avec Katia Mostin et Marc Bernacchi. Donc en termes de contexte, donc, tout le monde connaît la mise en forme des matériaux métalliques, mais donc pour le résumer en quelques mots, ça revient finalement à tenter d'obtenir des formes finales assez complexes en partant d'un lopin qui est de forme simple, donc cylindrique ou parallélépipédique par exemple, en écrasant donc la matière entre deux ou plusieurs outils pour obtenir donc ces formes qu'on voit ici assez complexes. Donc là c'est une pièce d'articulation. Donc on se rend compte que finalement pour atteindre ces formes-là, la caractéristique principale qu'on recherche sur une pièce métallique, c'est sa ductilité. Et c'est la raison pour laquelle également, souvent, cette mise en forme peut être faite à chaud pour améliorer la ductilité. On a parfois des étapes de finition, donc là on a une étape de cambrage à la fin pour obtenir la pièce finale. Et puis des étapes de traitement thermique ou de traitement de surface pour augmenter les propriétés en service des pièces. Et donc on voit déjà, au travers de cet exemple-là, que la matière va suivre un trajet de chargement qui est particulièrement complexe. Et donc c'est ce qui va représenter la majeure difficulté en fait, quand on veut modéliser l'endommagement au cours de la mise en forme. Donc finalement, si on essaie de faire une liste un petit peu des principales difficultés liées à la prédiction de la rupture ductile en mise en forme, donc les principales ici, ça va être des grandes déformations plastiques, un chargement donc multiaxial, comme on a pu le voir ici, également non proportionnel. On a souvent des pièces qui sont mises en forme à plusieurs étapes. Donc là, on a un bras de suspension, par exemple, et donc la matière va être successivement soumise à des étapes de compression, de cisaillement, de traction, et donc ces trajets de chargement assez complexes peuvent mener à la rupture et sont bien plus complexes que ce que la matière subit lorsqu'on fait un essai simple de traction, par exemple. Donc cet aspect de trajet de chargement est important. On a également donc parfois l'influence de la température et de la vitesse de déformation qui ont un impact non seulement sur le comportement du matériau mais aussi sur sa ductilité. Et puis également parfois donc, des évolutions microstructurales qui vont aussi impacter le comportement mécanique mais aussi la ductilité du matériau. Et donc prédire la rupture dans ces conditions-là peut s'avérer vraiment très complexe. Et donc j'essaie de vous montrer des exemples qui fonctionnent mais aussi des exemples qui ne fonctionnent pas en termes de prédiction de la rupture pour vous montrer un petit peu les challenges auxquels on fait face actuellement par rapport à ces thématiques-là. Donc là, je vous ai mis 3 exemples de rupture. Donc c'est vrai que très souvent, les fissures sur les pièces métalliques apparaissent plutôt sur les faces externes. Donc elles sont repérables et les pièces sont mises au rebut. Donc c'est pas trop problématique. Mais parfois, ces fissures ou ces porosités peuvent apparaître au cœur de la matière. Donc c'est l'exemple le plus flagrant, c'est ce défaut de type chevron qu'on observe en extrusion, où la pièce extérieurement semble parfaite, mais où des gros défauts apparaissent au cœur de la matière. Et donc d'un point de vue industriel, c'est vraiment une problématique, c'est-à-dire qu'il faut savoir prédire ce type de défaut pour s'assurer que la pièce résistera aux contraintes auxquelles elle sera soumise en service. Donc la prédiction de la rupture est importante pour ces aspects-là notamment. Donc finalement, pour cette présentation, j'ai décidé de diviser donc, la présentation en 4 parties principales. La première partie, bon, vous connaissez quasiment tous ce que c'est que la rupture ductile, donc je vais y passer assez vite. On parlera un peu des mécanismes et des différentes classes de modèles qui existent. Je n'ai pas prévu de m'appesantir trop sur les modèles, mais j'ai des planches dessus. Si vous avez des questions par la suite, on pourra y revenir. J'ai préféré donc donner du temps aux parties applicatives. D'abord l'aspect macroscopique, ici, avec un premier exemple d'assemblage en fait par déformation plastique, au cours duquel on va se rendre compte de l'influence de bien prédire l'endommagement au cours de la phase d'assemblage pour mieux prédire la tenue en service de la pièce.
Un deuxième exemple de mise en forme multipasse où on va parler un petit peu justement du type d'essais qui sont intéressants pour essayer de représenter au mieux le trajet de chargement de ce que subit la pièce. On va voir que c'est un aspect qui peut être important en mise en forme. Et puis un dernier essai, donc là, une dernière application qui concerne les procédés de mise en forme incrémentaux. Donc ce sont des procédés où la matière va être déformée de manière successive et très locale et où on va pouvoir atteindre des niveaux de déformation plastique cumulés extrêmement importants. Et là, typiquement, ce sont des thèses qui sont en cours. On ne sait pas à l'heure actuelle prédire la rupture pour de tels niveaux de déformation. Donc ce sont des questions qui restent ouvertes. Donc suite à ça, on descendra d'une échelle et on se placera à une échelle mésoscopique, puisque la rupture ductile, comme vous le savez, ça provient de l'hétérogénéité de la microstructure. Et je vous parlerai donc d'un cadre élément fini qu'on a mis en place pour essayer de modéliser donc, les phases de germination, de croissance et de coalescence de porosité, et comment on a pu appliquer ces méthodologies en fait, à un matériau qui est la fonte à graphite sphéroïdale, dans un projet ANR où on a couplé observation en laminographie, corrélation d'images volumiques et calcul par élément fini. Donc c'était une collaboration avec Thilo Borgenmeyer au Centre des matériaux, François Hild au LMT et donc le CMF pour la partie simulation numérique. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à m'interrompre au fur et à mesure si certains points ne sont pas clairs. Ok. Donc, bon, là, je prends un peu de généralité. Donc, comme vous le savez, la rupture ductile pour un métal provient des hétérogénéités locales et généralement donc, se décompose en trois phases principales. Une phase de germination au cours de laquelle on va avoir des porosités qui vont apparaître dans le matériau. Ces porosités, elles apparaissent soit par décohésion entre des inclusions et de la matrice, soit par des fragmentations de phase, par exemple, ou des fragmentations d'inclusion dans le métal. Puis ces porosités vont être amenées à croître sous l'effet du chargement, donc on a une croissance de ces porosités. Et puis on a la dernière phase de coalescence, donc ce sont des micro-fissures qui vont lier les différentes porosités pour petit à petit mener à la rupture finale de la pièce. Donc germination, croissance et coalescence. Si on se place à une échelle un peu plus macroscopique et qu'on regarde l'influence que cela peut avoir sur le comportement du matériau, ces germination et croissance de porosité, finalement, elles vont conduire à un adoucissement progressif du comportement du matériau, puis à la ruine de la structure par une macro-fissure. Et donc on verra que suivant le type d'approche qu'on utilise, donc avec des critères de rupture découplés ou des modèles d'endommagement couplés, on va tenir compte ou non de cet adoucissement dans la représentation qu'on fait du matériau en mise en forme. Donc justement, si on essaye de classer ces différents modèles d'endommagement, donc ça c'est une classification parmi d'autres, hein, et c'est pas exhaustif en termes de modèles d'endommagement, il en existe vraiment beaucoup, mais c'est celle que je vous propose ici. Donc finalement, on va voir que les critères ou les modèles d'endommagement proviennent soit de considérations micromécaniques, très souvent basées sur les notions de croissance de porosité dans des matrices parfaitement plastiques ou avec écrouissage, ou sur la plasticité des matériaux poreux, donc c'est le cas notamment pour les modèles de type Gurson et tous leurs dérivés, ou sur des approches plutôt phénoménologiques, où on va se servir de grandeurs mécaniques, telles que la contrainte principale maximale, la trixité des contraintes, le paramètre de load, qui vont avoir un impact en fait sur l'endommagement du matériau. Donc là, on verra qu'il y a des critères de rupture, et puis également des modèles d'endommagement continu, donc notamment les modèles de Lemaitre, et toutes les variantes qui sont apparues au fil du temps pour modéliser l'endommagement d'un point de vue phénoménologique. Donc dans chacune des approches, on peut traiter l'endommagement soit de manière découplée, soit de manière couplée au comportement, et on va voir un petit peu les avantages et inconvénients de coupler ou non l'endommagement au comportement. Donc là, j'ai repris la classification, donc, sauf que j'ai mis d'un côté ce que je vais appeler les critères de rupture ductile, qui pour moi sont des critères qui vont être découplés. On en voit de plus en plus en ce moment dans la littérature. Ce sont des critères dans lesquels on va définir une variable d'endommagement D, en fait, qui est une intégrale sur le chemin de déformation plastique d'une fonction de l'état des contraintes. Cette fonction d'état des contraintes, elle va contenir soit des termes liés à la triaxiété des contraintes, qui est un des paramètres les plus importants, des termes liés à la contrainte principale maximale ou à l'angle de load, par exemple. Okay. Donc, ces critères-là, finalement, souvent sont utilisés de manière avec des changements monotones, où on va essayer d'avoir des essais mécaniques où on fait varier l'état de contrainte pour essayer de mesurer la déformation en rupture pour différents états de contrainte. Et ce type de surface de rupture qu'on observe ici, c'est le type de surface qui sont proposées par ces critères-là. On a une valeur de la déformation en rupture pour une triaxialité et pour un angle de load donné. Donc typiquement, on voit que pour une triaxialité élevée, donc plutôt en état de traction, on a une déformation en rupture qui va être assez faible.
Et lorsqu'on est en triexité négative, on a une déformation à rupture qui va augmenter. Donc ce type de surface de rupture, c'est assez visuel, c'est plutôt adapté pour les traits de chargement qui vont être proportionnels. Dans les modèles d'endommagement couplé, donc les deux approches les plus utilisées en mise en forme sont les modèles de type Gerson, Verga, Niedelman ou les modèles de type Lemaitre. Donc, les modèles de type Gerson découlent de la plasticité des matériaux poreux et l'endommagement est caractérisé par une variable de taux de porosité, petit f, qui est utilisée dans la surface de charge. Et donc l'augmentation de petit f va conduire à l'endommagement progressif du matériau. Et cette variable petit f va évoluer en fonction de lois de germination, de croissance et de coalescence. Et donc va impacter directement en fait, la surface de charge. Une des particularités, par contre, de ces modèles-là par rapport au modèle de Lemaitre, c'est qu'il n'y a pas de couplage avec l'élasticité. Dans les modèles de type d'endommagement continu type Lemaitre, donc là, on a une approche plutôt phénoménologique, donc basée sur des considérations thermodynamiques dans le cadre du modèle de Lemaitre ici. Et on définit une variable d'endommagement D qui varie entre 0 pour un matériau parfaitement sain et 1 pour un matériau complètement endommagé. Donc généralement, la variable d'endommagement critique, elle est plutôt de l'ordre de 0,4, 0,5. Et lorsqu'on atteint cette valeur critique, on déclenche la rupture dans le matériau. L'évolution de D dépend d'une variable qui dépend de la triexité des contraintes également. Et D va être couplé à la fois donc, au travers de la contrainte effective, donc aux critères de plasticité, mais aussi à l'endommagement. On aura un module de Young effectif qui tiendra compte de l'évolution de l'endommagement. Et donc ces deux approches sont des approches couplées. Donc si on essaye en quelques mots de lister les avantages et inconvénients des deux approches, en tout cas dans le cadre de la mise en forme, pour les modèles découplés, finalement, ce sont des approches qui sont très faciles à utiliser parce qu'elles sont facilement implémentables dans tout cas d'éléments finis. Et c'est une des raisons pour lesquelles elles sont particulièrement populaires dans l'industrie. C'est très facile de les utiliser. Même certains de ces critères n'ont pas de variables, de paramètres à identifier. C'est juste une valeur critique de l'endommagement qu'il faut savoir identifier. Et donc, ce qui fait que dans l'industrie, c'est souvent fortement utilisé, parfois à tort d'ailleurs, mais au moins de manière qualitative et comparative. C'est-à-dire souvent, on compare une gamme de mise en forme par rapport à une autre avec ces approches-là. Donc, ce sont des approches qui sont assez rapides. La partie identification des paramètres est souvent basée sur plusieurs essais expérimentaux pour lesquels on va donc faire varier l'état de contrainte et on va noter la déformation en rupture, donc c'est pour définir ces surfaces de charge dont j'ai parlé juste auparavant. Ce qui est discutable, c'est leur applicabilité pour les traits de chargement complexes. Et comme je vous l'ai montré initialement, c'est le cas notamment pour les procédés de mise en forme. Donc, dans certains cas, ça fonctionne, mais ce n'est pas des modèles universels pour les procédés d'un point de vue général. Donc, c'est assez dangereux malgré tout d'utiliser ce type d'approche-là. Pour les modèles de type couplé, donc que ce soit Gerson ou Lemaitre, donc les deux vont permettre de mieux prendre en compte le comportement du matériau et notamment la partie adoucissement. Donc ça, c'est vraiment un point fort de ces modèles-là. La partie identification est basée souvent sur l'analyse inverse, avec des observables globales ou locales, et même, enfin, globales et locales, de manière recommandée d'ailleurs. Et puis, pour le modèle de Gerson, sur des observations microscopiques également, notamment pour des paramètres liés à la germination ou à la croissance de porosité. À la germination et la coalescence, pardon. Une des principales difficultés liées à ces modèles-là, donc au fait qu'on couple l'endommagement au comportement, c'est qu'on va avoir une dépendance en fait de la solution à la taille de maille. C'est-à-dire qu'on n'a pas une convergence en espace. Plus on raffine le maillage, plus on va endommager vite et plus on va casser vite. Donc il y a un problème de non-unicité ici qui dépend de la taille de maille et pour lequel donc, il faut développer des formulations non locales dans lesquelles on va s'affranchir justement de la dépendance à la taille de maille. Donc ça rajoute des complexités et donc ça rend cette approche assez complexe à utiliser dans n'importe quel code élément fini. Donc c'est un peu plus technique que les critères de rupture découplée. Par contre, l'application à des traits de chargement plus complexes est meilleure et c'est la raison pour laquelle ce sont des modèles quand même à privilégier lorsqu'on veut s'intéresser à l'endommagement en mise en forme. Ok, donc encore une fois, je ne présente pas ces modèles dans le détail, mais si vous avez des questions par la suite, on pourra y revenir sans souci. Donc finalement, pour beaucoup de configurations industrielles, si on choisit bien son modèle d'endommagement, qu'on fait attention justement aux problèmes numériques dont j'ai parlé juste avant, notamment pour les modèles d'endommagement couplés, et si on est particulièrement attentif à l'identification des paramètres, c'est-à-dire qu'on se place dans des états de contrainte proches de ce que subit la matière lors de la mise en forme, on va être capable de prédire correctement la rupture, à la fois la localisation de la rupture, mais aussi l'instant auquel on voit la fissure apparaître. Donc,
là, on a deux exemples, donc justement d'extrusion, avec ces défauts de chevron qu'on voit en face interne, ou ici de rupture lors de la mise en forme d'une tête d'écrou. Pour la petite histoire, suivant le procédé, parfois c'est pas forcément la même variable d'endommagement qui va être importante, pas forcément le même terme, c'est-à-dire typiquement, on se rend compte que pour les défauts de type chevron, c'est plus la contrainte principale qui va avoir un rôle important sur la rupture que la triaxialité des contraintes. Alors que pour ce cas-là, c'est plus la triaxialité des contraintes. Ok, donc après cette petite introduction sur les différentes approches, on va maintenant passer à trois exemples. Le premier est un exemple d'assemblage par déformation plastique, donc c'est du rivetage auto-poinçonneur. Ça consiste à joindre deux tôles de nature différente par un rivet, et donc on va venir ici enfoncer le rivet dans ces deux tôles. Donc le rivet va perforer la tôle supérieure, et la tôle va venir épouser la forme de l'outil inférieur, qu'on appelle la boutrolle, pour assurer le point d'assemblage comme ceci. Donc c'est un procédé dans lequel qui est fait à froid et dans lequel on a des déformations plastiques assez importantes, mais aussi de l'endommagement et de la rupture, et pour lequel la tenue mécanique du point d'assemblage est essentielle pour la suite en fait, de ce qu'on fait de ces assemblages-là. Donc dans cette étude, on a voulu s'intéresser justement à l'influence du fait de modéliser le procédé d'assemblage sur la tenue en service de la pièce. Donc là, on avait différents types de tôles, donc en acier, en aluminium. On a un comportement élastoplastique avec une plasticité de von Mises dans tous les cas. On a utilisé un modèle de Lemaitre, ici, couplé au comportement. Et la technique pour la rupture est une technique de Kill Elements, donc dans laquelle on va éliminer les éléments lorsqu'on atteint une valeur critique de l'endommagement. Donc ce n'est pas la technique de rupture la plus précise, mais elle est robuste en mise en forme. Okay. Donc là, vous avez un exemple de simulation où on voit donc la variable d'endommagement de Lemaitre notamment. Et donc on a donc le rivet qui perfore la tôle supérieure et qui vient donc s'insérer dans la tôle inférieure. On se rend compte également que même si on n'a pas de rupture dans certaines zones ici, sur les bords par exemple, ou en haut de la tôle inférieure, on a quand même des valeurs d'endommagement qui sont assez élevées. Et ne pas prendre en compte finalement ces valeurs-là quand on étudie la tenue en service peut s'avérer critique, comme on va le voir par la suite. Donc d'abord, on valide la phase de mise en forme. Donc là, on a réalisé une coupe des pièces rivetées, donc expérimentales et numériques. Donc là, vous avez trois configurations expérimentales avec de l'aluminium, donc plutôt en gris clair, et de l'acier en gris foncé. Et vous avez donc en rouge et en vert et en jaune, donc la partie simulation numérique, pour montrer qu'on a une bonne adéquation entre la forme obtenue finale, entre la simulation et l'expérience. Et on valide également ces simulations par une comparaison des coefficients de déplacement numérique et expérimentale au cours du chargement. Donc ces simulations sont faites en configuration 2D axisymétrique, puisque les pièces et le chargement sont axisymétriques. Et ensuite, on veut s'intéresser à la tenue en service, et donc pour ça, on va solliciter ces pièces assemblées ici avec un point de rivetage, suivant différentes directions, donc en traction pure, en cisaillement ou en chargement mixte, donc avec un montage de type arcan. Donc on voit notamment ici sur les coefficients de déplacement expérimental que ce type d'assemblage est plus résistant, d'ailleurs en cisaillement, c'est la raison pour laquelle on les utilise en pas mal d'assemblages de tôles, notamment dans l'automobile, au niveau du capot des véhicules par exemple. Donc on veut également étudier la tenue en service de ces points d'assemblage, et donc pour ça, on doit d'abord passer à une configuration 3D, puisque comme je vous l'ai dit, donc la mise en forme a été faite en configuration 2D axisymétrique, et donc on a une phase juste de révolution des différentes pièces. On va ébavurer pour avoir une pièce parallélépipédique ici. On transporte tous les champs mécaniques obtenus sur la simulation 2D comme condition initiale du modèle 3D, et on va réaliser donc des simulations d'arrachement dans différentes directions sur le modèle 3D. Donc là, on a ici le modèle initial avec les champs de Lemaitre qui sont non nuls, notamment dans les zones dont j'ai parlé précédemment. Et on a deux exemples de chargement donc à 90 degrés, donc en cisaillement, et à 45 degrés, donc en mode mixte, où on voit donc le rivet notamment qui va être déchaussé, la tôle ici qui va former un bourrelet. Et donc si on fait une coupe de la pièce, on se rend compte qu'il y a de la rupture qui apparaît au niveau de la tôle, qui provient notamment du fait qu'on avait un endommagement initial non nul au niveau de la tôle supérieure. Dans le cas à 45 degrés, on a aussi un arrachement de la tôle ici, entre le rivet et la tôle supérieure. Donc si on compare ces résultats avec les résultats expérimentaux, d'une part d'un point de vue plutôt qualitatif, on se rend compte que la forme de la rupture est plutôt bien prédite. On a une bonne forme de la tôle et de la partie qui a été rompue ici par rapport à l'expérience.
On a malgré tout un déchaussement un peu plus prononcé au niveau de la simulation par rapport à ce qu'on a ici expérimentalement. Mais globalement, on a une bonne prédiction qui se vérifie également en termes d'effort à rupture, puisque là, on a les courbes force déplacement d'arrachement à 0 degré, donc en traction pure, en mode mixte et en cisaillement, numérique en bleu et expérimental en rouge. Donc on a plutôt une bonne prédiction de la tenue en service. Et ce qu'on voulait montrer justement à travers ces simulations, c'est que si on refait maintenant la même simulation d'arrachement, mais sans tenir compte de l'endommagement qui vient de la mise en forme, on obtient cette courbe verte ici, qui surestime à la fois l'effort et le déplacement à rupture de la pièce. Donc ça, c'est vrai pour l'assemblage mécanique, c'est vrai également pour d'autres pièces qu'on va mettre en forme. Il faut vraiment voir l'endommagement, pas uniquement comme étant une variable importante pour prédire les fissures au cours de la mise en forme, mais également comme une variable qui va être importante sur la tenue en service de la pièce par la suite. Même si on n'atteint pas la fissure, il se peut qu'on ait des microporosités dans les pièces qu'on va mettre en forme. Ces microporosités, si on a un modèle phénoménologique comme le modèle de Lemaitre, ça va se traduire par des variables d'endommagement D qui sont non nulles. Et cet endommagement non nul, si on n'a pas de traitement thermique particulier ou d'autres types de traitements, va avoir un impact sur la tenue en service. Donc c'est important de tenir compte également non seulement de la plasticité et d'écrouissage au cours de la mise en forme, mais aussi de l'endommagement. Ok, ça c'était pour le premier exemple. Donc j'ai un deuxième exemple ici qui concerne donc la mise en forme d'un arbre de transmission. Donc c'est une mise en forme en 4 passes. C'est un procédé qui se fait à froid également. C'est un procédé par filage. Donc on part d'une pièce initiale qui est une pièce, un barreau cylindrique. À la fin de la première phase, on a cette géométrie-là, puis deuxième phase et troisième phase, on vient former la tête de l'arbre de transmission. Et parfois, on observe des fissures qui vont apparaître au niveau de la tête ici. Pas sur cette géométrie-là, mais plutôt sur une géométrie dans laquelle on a essayé d'évider un petit peu l'intérieur de la tête de l'arbre ici. Et on a des fissures qui pouvaient apparaître, comme vous pouvez le voir sur cette image-là, au niveau de la tête de l'arbre de transmission. Cet exemple, donc, il va servir à illustrer un petit peu ce que subit la matière d'un point de vue triaxialité des contraintes. Donc, on a tracé ici la triaxialité pour les différentes passes et la déformation plastique en abscisse. Et on se rend compte que lors du filage, donc dans les premières passes, on est plutôt en triaxialité négative. Donc généralement, on a tendance à dire que lorsque la triaxialité est inférieure à moins un tiers, on n'endommage pas, ou très peu en tout cas, la matière. Et donc on va endommager plutôt lorsqu'on est à triaxialité positive ou proche de zéro. D'accord. Donc typiquement, on peut atteindre des niveaux de déformation assez élevés si la triaxialité est assez basse, plutôt compressive. Et on se rend compte ici que pour cette géométrie-là, donc on a une triaxialité qui est négative dans les deux premières passes. Et lors de la dernière passe, lorsqu'on va venir former la tête ici, on a un bombé qui apparaît. Ce bombé va engendrer une contrainte orthoradiale qui va être assez importante et qui va se traduire par une triaxialité positive ici. Si on fait la même chose avec cette dernière passe de mise en forme ici, on a une triaxialité qui va dépasser même 0,4 et on va avoir des valeurs critiques d'endommagement dans ces zones-là qui vont mener à la rupture de la pièce. Donc là, c'était prédit assez fidèlement par le modèle de Lemaitre dans cette configuration. Si je montre cet exemple ici aussi, c'est que je vais vous montrer qu'on va également avoir tendance parfois à essayer de définir des essais mécaniques assez proches de ce que subit la matière au cours de la mise en forme pour identifier les paramètres des modèles. Donc là, typiquement, quels sont les essais qui pourraient s'appliquer à ce type de procédé? Si on prend un essai de traction pure, on sera toujours en triaxialité positive. Les essais de cisaillement qui seront plutôt en triaxialité nulle. C'est rare d'avoir des essais dans lesquels on va avoir à la fois de la triaxialité négative puis positive. Donc, un exemple d'essai qui permet de faire ce type de trajet-là, c'est un essai qui s'appelle TELE, taux d'écrasement limite équivalent. C'est un essai qui, en mise en forme à froid, peut être utilisé. Donc, on a un lopin qu'on va soumettre à de la compression et on fait une entaille ici circulaire dans le lopin. On peut faire varier le rayon de cette entaille-là. Et lorsqu'on va écraser ce lopin et qu'on place un capteur vraiment au centre du lopin, là où on sait que la rupture va apparaître, on se rend compte qu'au début, on est plutôt en triaxialité négative. Et petit à petit, avec le bombé qui se forme verticalement et de manière orthoradiale ici, on a une triaxialité qui va devenir positive et qui va progressivement mener à la rupture. Et donc, on va pouvoir observer la rupture apparaître ici, et donc savoir quelle est la valeur d'endommagement critique qui va déclencher la rupture de manière visuelle. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Je vous ai mis 2 planches supplémentaires pour vous montrer d'autres types d'essais mécaniques qui vont être assez intéressants pour faire varier les trajets de chargement et notamment les états de contrainte à rupture.
Donc on a un essai qui est assez connu de la communauté en rupture ductile, donc qui s'appelle les poètes butterfly ou papillons, qui va permettre de solliciter la matière au cœur ici. Donc on a une double entaille en fait, on a une entaille dans l'épaisseur mais aussi une entaille dans la largeur de l'éprouvette, ce qui fait qu'on va localiser vraiment la déformation et l'endommagement au cœur de la matière. Et donc si on a une machine biaxe, on peut faire varier un angle de chargement pour venir faire varier l'état de contrainte. Donc là on voit qu'on a un acier assez ductile. Ici ces images-là correspondent à du cisaillement pur, il me semble de mémoire. Et vous voyez ici qu'en fonction de l'angle qu'on va choisir, on va avoir des triaxialités qui peuvent être négatives tout le long, légèrement positives ou assez positives. Et donc on va pouvoir voir quelle est la déformation en rupture pour ces différentes configurations. Typiquement, vous voyez ici que la déformation en rupture va être beaucoup plus importante en triaxialité négative, et puis elle va diminuer quand on va augmenter la triaxialité. Si vous n'avez pas de machine biaxe, donc il existe également des moyens de jouer sur la géométrie des éprouvettes pour faire varier cette triaxialité. Donc là, on a un exemple d'une éprouvette qu'on appelle l'éprouvette chapeau, qui est une éprouvette axisymétrique sur laquelle on va jouer ici sur le jeu qui existe entre cette paroi ici et cette paroi supérieure. Et en fonction de ce jeu-là, on a ici des niveaux de triaxialité qui vont être différents. Donc typiquement pour un jeu nul, on va être à triaxialité moins 0,6 quasiment tout le long. Et si on augmente le jeu entre ces deux parois, on va petit à petit avoir des triaxialités qui vont passer dans le domaine positif et mener à la rupture. Donc c'est un autre exemple de travail de chargement dans lequel on passe de triaxialité négative à des triaxialités positives pour mener à la rupture, par exemple. Un autre point qui va être particulièrement important, en tout cas en mise en forme, va être l'influence du trajet de chargement. Et là c'est un exemple, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. On ne sait pas encore très bien prédire à quel point l'influence du trajet de chargement va être important sur la rupture ductile. Donc il existe des essais qui permettent de faire ce type de trajet de chargement complexe, mais ils sont parfois difficiles à analyser. J'en ai mis 3 ici, 4 même pour illustrer ceci. Donc là, un essai de double cisaillement. Donc on a une éprouvette qu'on va venir cisailler au niveau de 2 gorges qui sont placées ici, qui peuvent avoir des angles d'ailleurs un peu différents. Et on interrompt le cisaillement à un moment donné et on extrait une éprouvette de traction à l'intérieur pour faire un essai de traction par la suite. Bon, c'est assez lourd à mettre en place, mais ça se fait et ça permet de voir un petit peu l'influence du pré-cisaillement sur la rupture en traction par la suite. C'est plus simple avec des éprouvettes butterfly, puisque là on a une machine biaxe et donc on va pouvoir solliciter la matière de manière alternée en cisaillement et en traction pour venir avoir un travail de chargement un peu plus complexe dans la zone de rupture ici. Ça se fait également sur des éprouvettes chapeau, mais bon, c'est pas très pratique à analyser parce que la rupture en fait est au cœur de la matière et donc c'est extrêmement complexe à localiser. Un dernier essai qui est intéressant, plutôt pour les tôles ici, et qui est intéressant parce que c'est le seul essai à mon sens qui permet d'avoir une rupture en cisaillement pur pour des tôles. C'est l'essai in-plane torsion dans lequel on va venir avoir une tôle ici avec une gorge qui va être usinée dans l'épaisseur de la tôle. On va venir fixer donc l'extérieur de la tôle ici. On va mettre en rotation donc la partie intérieure de la tôle, ce qui va engendrer donc un cisaillement important au niveau de la gorge. Et ce cisaillement va petit à petit conduire à la rupture. Donc pourquoi est-ce que je dis que c'est le seul essai qui permet d'avoir une rupture en cisaillement pur? C'est parce que lorsqu'on a des essais même de type butterfly ici, avec un changement en cisaillement, au final la rupture apparaît vraiment au niveau des bords et des surfaces libres. Et dans ces surfaces libres, on se rend compte que la triaxialité, finalement, elle devient positive au moment où on déclenche la rupture, et donc on n'a pas vraiment une rupture en cisaillement pur. Donc cet essai est intéressant, même s'il est assez complexe à mettre en place. Et il a un double intérêt aussi, c'est qu'on peut également faire des essais cycliques pour mener à la rupture progressivement ou identifier des paramètres décroissage cinématique, par exemple. Ok, donc là, je vais passer maintenant au troisième exemple. Donc là, qui est plus exploratoire et exemple pour lequel on n'a à l'heure actuelle pas encore de solution pour prédire la rupture de manière correcte. Donc cet exemple traite des procédés incrémentaux, donc plutôt pour des tubes, pour des tôles ou des tubes. Ces procédés incrémentaux vont consister à déformer la matière de manière progressive, donc par des séries de petites déformations très localisées. D'accord, donc il y a 2 procédés les plus connus, qui sont le SPIF, Single Point Incremental Forming, et le Flow Forming, ou flux au tournage. Dans le premier cas, on a un outil ici, qui est en rotation autour de son axe, et qui va venir suivre une trajectoire et déformer progressivement la tôle. Donc il suit une trajectoire, et petit à petit, on obtient la configuration finale, et typiquement,
on se rend compte que si on voulait obtenir la même géométrie avec de l'emboutissage, par exemple, on aurait une rupture assurée au niveau de la tôle. C'est-à-dire qu'on va pouvoir atteindre des niveaux de déformation plus élevés, en tout cas une formabilité accrue grâce au fait qu'on va venir déformer comme ça progressivement la matière et de manière très localisée. C'est le cas aussi pour le flux au tournage, donc qui est fait généralement soit sur des flancs, des tôles fines ou épaisses, soit sur des tubes. Le principe est le même, on a une pièce qui est en rotation autour d'un mandrin, et on a une ou plusieurs molettes qui vont venir plaquer cette pièce sur le mandrin et diminuer donc l'épaisseur de la pièce pour aboutir à une pièce finale. Donc dans le cas du flotonnage de flanc ici, on a une seule molette et elle suit une trajectoire dans un plan ici pour venir coller la tôle et l'amincir par rapport à la forme du mandrin. Dans le cas du flotonnage de tube, on le verra plus en détail par la suite, on a généralement 3 molettes qui vont venir également réduire la section du tube en plaquant le tube sur le mandrin qui est en rotation également. Donc on verra justement par la suite un peu la complexité du chargement pour ces deux types de procédés. On va commencer par le flotonnage de tôle ici, et donc on a fait une simulation. Donc là il s'agit d'un aluminium d'une série 4000. Ces procédés sont à froid d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, ils sont à froid. On peut avoir des auto-échauffements locaux, mais ils sont à froid. Les difficultés viennent du fait qu'on a une rotation qui peut être très élevée. Là, le mandrin tourne à 2300 tours par minute, ce qui est extrêmement élevé, et vous voyez que d'un point de vue numérique, ça pose des problèmes de simulation. Et la molette, elle va suivre une trajectoire avec un déplacement à peu près d'1 millimètre par seconde. Donc d'un point de vue numérique, si on veut modéliser ça, ça veut dire qu'il faut avoir des pas de temps particulièrement fins, parce qu'il faut suivre l'évolution de la zone de contact entre la molette et la matière à chaque incrément. Il faut avoir des maillages très fins également pour gérer cette zone de contact, et ça conduit à des temps de calcul particulièrement élevés. En termes de formabilité, donc, la question qu'on se posait en début de thèse, c'était de mieux comprendre en fait, le travail de chargement, et c'est ce que je vais vous montrer ici par la suite. Donc cette simulation elle est faite avec le logiciel Forge, donc, qui est un logiciel par élément fini, donc, avec des tétraèdres en formulation mixte vitesse-pression. C'est une formulation qui est implicite, avec une formulation lagrangienne actualisée et du remaillage automatique, puisqu'on va déformer de manière assez importante la pièce. Pour simuler ce procédé, donc, plutôt que de mettre en rotation le lopin, ici on met en rotation la molette. Ça revient au même d'un point de vue trajet de chargement. C'est juste plus simple à gérer d'un point de vue réactualisation des coordonnées des nœuds de la pièce. Ce que vous voyez par contre, c'est que la zone de contact ici est toujours très très fine. Donc là, j'ai pris des incréments qui sont très éloignés les uns des autres. Il faut bien entendu avoir des incréments très petits pour pouvoir gérer justement cette zone de contact tout le long de la simulation. Alors, si on s'intéresse maintenant au travail de chargement, donc là on a une coupe de la tôle et on voit justement la molette passer de manière itérative, et on a placé des capteurs sur la peau externe côté molette et sur la peau interne côté mandrin. Et on a tracé différents types de variables mécaniques pour voir un peu l'impact de ces passages successifs de la molette sur le chargement. Ce premier graphe ici nous montre d'une part la vitesse de déformation locale au niveau des capteurs et l'élévation de température. Et on se rend compte qu'on a une élévation de température donc, qui passe de température ambiante à 100 degrés à peu près. C'est pas très élevé, mais il y a un peu d'auto-échauffement malgré tout. Et puis on a surtout des pics de vitesse de déformation qui peuvent être très élevés, qui vont dépasser les 100 à 200 secondes moins 1. Et donc ça pose la question également d'identifier correctement le comportement du matériau pour de telles vitesses de déformation. Après, c'est extrêmement localisé. Donc c'est vraiment dans la zone de contact entre la molette et la matière. Il y a un chargement qui va être incrémental, donc répété et cyclique aussi. On va voir qu'on est à la fois en compression et en traction parfois. Donc grande vitesse de déformation et donc auto-échauffement local. Des grandes déformations en rupture, et donc l'état de contrainte, on a voulu étudier justement sous forme de tri excité des contraintes et de paramètres de load le travail de chargement, et donc je vais vous montrer aujourd'hui la partie tri excité des contraintes. Donc là, vous avez côté molette et côté mandrin, donc l'évolution de la triaxialité au cours de la déformation équivalente. Et donc vous voyez qu'on a des oscillations, donc il y a eu un filtrage qui a été fait, c'est-à-dire qu'on a filtré pour ne garder la triaxialité que lorsque la vitesse de déformation était supérieure à 10-1 de mémoire, pour ne pas avoir trop de points sur ces graphes-là, et pour avoir les points uniquement qui vont engendrer potentiellement de l'endommagement. Et donc on se rend compte que des deux côtés, on a des oscillations traction-compression tout au long du cycle, un peu plus compressif côté mandrin que côté molette.
Et on atteint également des niveaux de déformation équivalentes cumulées, donc de l'ordre de 1,8, ce qui est quand même très élevé pour ce type d'aluminium. Si maintenant on essaie de regarder précisément ce qui se passe sur un cycle, on trace ici donc, alors, sur un seul passage de molette, sur le capteur côté molette et côté mandrin, l'évolution de la triaxialité, donc en gris et en noir, et l'évolution de la vitesse de déformation en rouge. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que généralement, donc, on considère qu'on va endommager le matériau uniquement lorsque cette vitesse de déformation sera non nulle, donc uniquement lorsqu'on a ce pic de vitesse de déformation. Et donc on se rend compte ici que finalement, côté molette, on est plutôt en triaxialité nulle, donc la barre bleue ici correspond à une triaxialité nulle ici. Quand la molette passe sur la matière, on va avoir une compression locale, alors que localement, sur le capteur côté mandrin, puisque la tôle est un peu mise en flexion ici, on va avoir donc une triaxialité qui peut être positive et qui peut mener à la rupture. Donc cette rupture, elle va être due à plusieurs facteurs procédés qui vont être la vitesse de rotation, la trajectoire de la molette et donc le taux de réduction qu'on va appliquer ici, le frottement, quoi d'autre encore? Bon, le type de matériau, bien entendu, la lubrification, donc on en a parlé. Donc, ce sont autant de paramètres procédés qu'il va falloir calibrer lorsqu'on a des nouvelles nuances matière pour prédire la rupture. Et donc, à l'heure actuelle, on n'a pas d'essai mécanique qui permet d'effectuer ce type de trajectoire de chargement complexe, d'une part, à des vitesses de déformation élevées et de manière répétée. Pour illustrer encore plus cet aspect-là, donc, on a un autre procédé de flux au tournage, de tube cette fois-ci. Donc on a une préforme tubulaire ici qui va tourner sur un mandrin. C'est une vidéo d'un procédé industriel. Vous allez voir donc que c'est fortement lubrifié pour réduire la température. On ne voit pas bien les molettes, mais il y a 3 molettes qui vont venir, on les voit un peu ici, réduire la section du tube. Et donc on peut atteindre parfois des taux de réduction particulièrement élevés de plus de 80% entre l'épaisseur initiale du tube et l'épaisseur finale. Donc il y a 2 types de procédés qui existent, flux au tournage direct et inverse. Donc direct, c'est lorsque le tube, qui est en forme hachurée ici, va s'allonger et donc la matière va s'écouler dans le même sens que la molette. Donc le tube est bloqué ici et donc on va repousser la matière qui va s'écouler dans le même sens que l'avancée des molettes. Flux au tournage inverse, c'est lorsqu'on bloque le tube plutôt à sa base ici. Donc les molettes vont avancer vers la gauche et la matière va s'écouler vers la droite. D'accord, mais d'un point de vue général, les trajets de chargement sont assez similaires et on a toujours cet aspect incrémental et très localisé de la déformation. Donc c'est un procédé qui est particulièrement intéressant d'un point de vue industriel parce que il n'y a pas de copeaux qui sont formés, donc on obtient des tubes finalement à très haute propriété mécanique avec une très bonne précision en termes de cote finale, sans soudure, sans copeaux. On a une bonne qualité de surface et ce sont des procédés qui sont faits à température ambiante, donc qui sont particulièrement appréciés par l'industrie pour différents types de pièces aéronautiques, d'armement, etc. Mais là aussi, on voit à quel point le téléchargement peut être complexe à prendre en compte. Donc comment étudier la formabilité? Donc là aussi, on s'est amusé à simuler le procédé. Donc d'abord juste quelques mots pour vous montrer l'impact de certains paramètres procédés. Donc les paramètres les plus importants, ça va être le taux de réduction. Donc on note AP ici, c'est le rapport entre l'épaisseur initiale et l'épaisseur finale. Si elle est trop faible, on va juste écrouir la surface externe. Donc ça va s'apparenter un peu à du galetage finalement. Et si elle est trop élevée, on a un risque de rupture important. La vitesse de rotation du mandrin va être importante également. Trop faible, on peut avoir un problème de molettes qui vont rester collées donc, à la matière. Trop élevé, on peut endommager la surface et on peut avoir de l'auto-échauffement qui va mener à la rupture. Et puis on a également la vitesse de rotation des molettes qui peut avoir un rôle important. 2 exemples de rupture ici. Donc, plutôt une rupture ici due à des contraintes orthoradiales qui vont être assez importantes, qui vont générer ces fissures longitudinales dans la pièce lorsqu'elle va être mise en forme. Ça, c'est du titane dans les 2 cas. Ou des défauts de type chevron qu'on voit aussi apparaître, cette fois-ci, qui partent de la surface interne du tube et qui vont dépendre du taux de réduction qu'on va appliquer à la pièce et des paramètres dont on a parlé auparavant. Donc là encore, on simule le procédé avec le même logiciel. Là aussi, on fait tourner les molettes plutôt que la pièce pour accélérer le temps de calcul.
vous allez voir que malgré tout, on est quand même obligé d'avoir des pas de temps extrêmement fins et des maillages extrêmement raffinés. Donc là, on a un calcul avec une configuration avec un taux de réduction de 50%, à 240 tours par minute en vitesse de rotation. Ça, c'est l'avance des molettes, 60 mm par minute. On a à peu près 5 éléments dans l'épaisseur, et donc des pas de temps très petits. Et du fait de ces petits pas de temps, on a des temps de calcul de plus de 100 heures sur 64 processeurs. C'est pas le pire qu'on ait pu avoir. Ça, c'est une configuration de laboratoire. On a sur des pièces industrielles des calculs qui peuvent durer plusieurs semaines et qui sont extrêmement complexes en fait à accélérer d'un point de vue temps de calcul. Il n'y a pas de symétrie particulière qu'on peut utiliser. C'est pas simple en fait d'arriver à avoir une précision suffisante dans les zones de contact pour ce type de procédé-là. Donc il y a toute une thématique également d'accélération de temps de calcul qui est importante, mais plus d'un point de vue purement numérique ici. Là encore, on a passé des capteurs à différents endroits de l'épaisseur du tube. Donc là, on regarde juste des capteurs en peau interne et peau externe. On a la déformation plastique cumulée ici en fonction du temps du procédé. Et là, on se rend compte que sur ces capteurs-là, on atteint des valeurs de 6 à 8 de déformation cumulée, ce qui est vraiment énorme. Et donc, on se rend bien compte qu'on n'a pas d'essai mécanique simple à l'heure actuelle qui est capable d'atteindre de tels niveaux de déformation. Et donc, c'est particulièrement difficile d'identifier des paramètres d'un critère d'endommagement pour ce type de procédé-là. On retrouve, si on trace la tricité des contraintes, les mêmes types d'oscillations positifs, négatifs en termes de triaxialité qu'on avait sur le flux-tournage de tôle. Donc c'est assez similaire finalement, sauf qu'on va encore plus loin en déformation plastique ici. Et d'ailleurs, si on regarde sur un cycle ce qui se passe, donc là aussi c'est le même type de graphe qu'on avait tracé auparavant. Donc là on a en bleu la vitesse de déformation et en violet la triaxialité. La tricité nulle donc, est symbolisée par ce trait rouge ici. Et on se rend compte finalement, vous vous rappelez, je vous avais dit que finalement on va endommager la matière uniquement lorsqu'on aura une vitesse de déformation qui sera non nulle. Si on trace les limites un petit peu de la vitesse de déformation non nulle qu'on a ici, on se rend compte que la triaxialité dans cette zone-là est toujours négative. C'est une des raisons pour lesquelles on va atteindre des niveaux de déformation finalement très élevés. Alors, est-ce que c'est la seule raison qui explique de tels niveaux de déformation de l'ordre de 8 on ne sait pas encore vraiment. Est-ce que d'un point de vue numérique, on a certains problèmes non résolus, on a fait des sensibilités par rapport au maillage, et on ne peut pas raffiner énormément non plus du fait des temps de calcul. Est-ce qu'il y a des phénomènes de recristallisation qui apparaissent au niveau de la matière? On a des auto-échauffements de l'ordre de 100 à 200 degrés, donc on ne devrait pas avoir de recristallisation particulière qui apparaîtrait, et pourtant quand on regarde la microstructure, on a quand même beaucoup de fragmentation de grains qui peuvent avoir un impact aussi non négligeable sur la ductilité, donc ce sont des pistes qu'on va creuser dans les années qui viennent. Et puis ce travail de chargement, donc avec la triaxialité négative qu'on voit ici, est aussi un des facteurs importants. Donc là, ce sont des questions qui restent ouvertes. Quel est le modèle d'endommagement le plus approprié? Comment est-ce qu'on identifie les paramètres? Comment est-ce qu'on définit des essais de formabilité simples d'un point de vue industriel? C'est pas simple du tout à mettre en place. Et donc, pour l'instant, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on développe en fait ces aspects-là sur un flux autour de laboratoire. Donc, on a intégralement conçu au CMF. Donc, avec des diamètres plus petits, on a des diamètres de membrane de 33 mm au lieu de 90 pour l'industriel, je pense. Donc avec 3 molettes également, et donc on va de cette manière-là contrôler l'influence des différents paramètres et faire un plan d'expérience pour voir l'influence des paramètres sur la rupture. Donc ça c'est fait en parallèle d'une campagne expérimentale similaire qui est faite chez le partenaire industriel. Donc là on a des exemples de rupture chez le partenaire industriel, donc pour lequel le mandrin lui il fait 90 mm de diamètre à peu près. Il arrive pour ce matériau à atteindre des taux de réduction de l'ordre de 85%. Et donc là, il y a un effet de travail de chargement qui est particulièrement intéressant, puisqu'on se rend compte que pour atteindre ces 85%, si on le fait en une seule passe, on a une rupture du tube, alors qu'en 2 passes, on va réussir à atteindre ces niveaux de déformation. Donc cet aspect de trajet de chargement va aussi être important, et donc ce sera intéressant à analyser dans la suite de l'étude. Donc j'en arrive à la fin de cette première partie qui traite de l'endommagement plutôt macroscopique. Donc si je dois faire une petite synthèse de ce qu'on vient de voir, j'espère vous avoir convaincu déjà d'une part que ce sont des problématiques qui sont complexes à analyser du fait de la complexité des trajets de chargement. On a un large choix de modèles d'endommagement, j'en ai montré que quelques-uns, mais il y a vraiment beaucoup de littérature qui est sortie sur des modèles micro-mécaniques ou phénoménologiques, couplés ou non au comportement du matériau. La phase de calibration va être extrêmement importante.
Et à l'heure actuelle, il n'y a pas de modèle universel qui fonctionne dans toutes les configurations. D'accord, donc il faut être clair sur ce point-là. On n'a pas encore de modèle ultime qui permet de prédire la rupture dans toutes les configurations. Un point important, donc, c'est l'aspect trajet de chargement. Donc, bien analyser ce trajet de chargement lors des simulations pour essayer d'avoir des essais mécaniques de calibration qui sont au plus proche de ce que subit la matière. On peut jamais reproduire exactement ce que subit la matière, mais au moins être dans la bonne zone de triaxialité de part et de l'autre serait intéressant, par exemple. On s'est rendu compte, je ne l'ai pas montré ici, mais sur certains essais, le fait de faire de la précompression sur de la matière peut augmenter la ductilité lorsqu'on repasse en traction. Donc il y a des phénomènes comme ceux-ci qui ne sont pas pris en compte correctement par les modèles d'endommagement à l'heure actuelle. Pour pas mal de procédés assez simples, finalement, on arrive à prédire la rupture, parfois de manière qualitative et quantitative. Et parfois, dans l'industrie, les industriels ont tendance à utiliser des logiciels pour comparer une gamme de mise en forme par rapport à une autre. Donc, c'est de manière comparative qu'ils vont utiliser un petit peu ces critères-là. Et pour des procédés plus complexes, donc comme ceux qu'on a vus un peu à la fin, donc il y a encore des questions à résoudre et des challenges à relever dans ces procédés-là. Donc, j'ai mis là juste une référence d'un article qu'on vient d'écrire de review il n'y a pas longtemps, qui va sortir bientôt, sur justement les challenges à relever sur l'endommagement en mise en forme, et le fait qu'il faut également tenir compte du fait que l'endommagement, ce n'est pas uniquement une variable qui va nous servir à définir si on a rupture ou non au moment de la mise en forme, mais c'est aussi une variable historique qui peut être intéressante et importante à prendre en compte lorsqu'on fait une analyse de la tenue en service de la pièce. Ok, combien de temps il me reste à peu près, Camille? Eh bien, il est 15 heures, donc un petit quart d'heure, Un petit quart d'heure, ok. on va dire maximum. Ouais, maximum. Ok, donc ce que je vais faire, c'est que je ne pourrais pas rentrer dans les détails des deux volets qui sont ici. Et du coup, ce dernier volet-là, il mériterait presque une présentation à part entière. Et c'est quelque chose qui a été fait avec le Centre des matériaux et le LMT Cachan. Donc, je pense qu'un de mes collègues, si vous l'invitez par la suite, pourra faire une présentation plus détaillée sur ces aspects-là. J'en dirai deux mots, mais assez rapides. Je vais plutôt vous montrer un petit peu le cadre qu'on a mis en forme, qu'on a développé en fait d'un point de vue élément fini, pour essayer de représenter ces mécanismes de germination, de croissance et de coalescence, et comment ces mécanismes peuvent également être impactés par le travail de chargement. Donc pour ça, on est parti en fait il y a 12 ans maintenant d'une étude expérimentale dans laquelle on a travaillé sur un acier bénétique qui était obtenu par laminage de barre et qui avait des inclusions de type sulfure de manganèse qui étaient particulièrement allongées. Donc on avait des clusters d'inclusion comme on peut voir ici. Ces clusters pouvaient faire plusieurs centaines de microns d'élongation dans le sens de laminage et quelques microns de large uniquement. Et donc si on prélève des éprouvettes dans le sens longi en bleu ici ou radial dans ces barreaux-là et qu'on fait des essais de traction sur ces éprouvettes-là, ce qu'on obtient, c'est ce type de comportement et de rupture. Dans le sens longitudinal, on a une déformation à rupture qui est quasiment le double de celle qu'on a dans le sens radial. D'accord ? On a une plasticité qui semble assez proche, mais c'est plutôt la partie vraiment endommagement, donc germination, croissance, coalescence, on va le voir par la suite, qui est vraiment impactée par la présence de ces inclusions. Ça se traduit également lorsqu'on regarde les éprouvettes rompues. En longitudinal, on a une éprouvette qui est assez ductile, avec une striction qui est marquée, et une rupture en cup cone qui est assez classique. En radial, on a très peu de striction et on a une rupture qui est plutôt de type, on l'appelle plutôt de type bois pourri, qui est différente de celle qu'on obtient ici. Donc il y a un vrai impact de ces chapelets d'inclusion sur la rupture. Pour s'en assurer, on avait à l'époque usiné des éprouvettes pour faire des essais in situ en tomographie, donc avec Eric Mer, des éprouvettes d'1 millimètre de diamètre, encore une fois prélevées dans le sens longi et radial. Et on avait fait des éprouvettes, donc des essais in situ pour observer ce qui se passait. Donc là, on a des éprouvettes longitudinales, donc les inclusions sont plutôt orientées dans le sens de traction, qui est le sens vertical ici. Les artefacts ici sont des artefacts d'image, hein, ce ne sont pas des porosités. Quand on va tirer sur l'éprouvette, on va se rendre compte que les porosités vont apparaître le long des inclusions, vont croître le long des inclusions, on a une striction marquée qui apparaît. Et puis on a finalement une rupture qui va apparaître perpendiculairement à la direction de traction principale maximale pour mener à la rupture de l'éprouvette. Dans le sens radial, on a très vite de la germination le long des éprouvettes, mais également de la croissance et coalescence très rapide et de la rupture finale avec un faciès de rupture qui est complètement différent.
Donc ça se traduit par des... Donc on voit déjà qu'en termes de porosité, on a à la fois de la décohésion, mais aussi de la fragmentation d'inclusion. Et si on trace les volumes de porosité pour les éprouvettes radiales ou longies, on se rend compte, en fonction de la déformation, on se rend compte qu'on a une accélération énorme du taux de porosité dans le sens radial qui va être dû en grande partie, pas uniquement, mais en grande partie, à ces chapelets d'inclusion. Donc là, vous voyez la même chose, mais en 3D, donc les porosités sont en blanc. Dans le sens longi, plutôt orienté dans le sens des inclusions, dans le sens radial, là aussi, dans le sens des inclusions et perpendiculairement à l'axe de traction. Donc suite à ça, on a voulu vraiment développer donc, une architecture d'un logiciel élément fini qui soit capable de prendre en compte l'effet de ces inclusions sur la rupture ductile. On prend en compte la forme, l'orientation, la densité de ces inclusions et voir un petit peu l'impact qu'elles peuvent avoir sur la rupture. Donc pour faire ça, on va se placer une échelle mésoscopique. On voudrait donc mailler les microstructures réelles. Et on verra un petit peu les hypothèses qu'on a fait à ce niveau-là. Et puis étudier donc l'influence de cette microstructure sur les phénomènes d'endommagement. Donc les besoins qu'on avait à l'époque, c'est comme je l'ai dit, travailler sur de vraies microstructures et pas développer des approches de type unit cell qui existent déjà dans la littérature, mais on veut pouvoir mailler des microstructures réelles, avec des images obtenues par MEB ou par tomographie, en 2D et en 3D, pour des grandes déformations plastiques. On doit utiliser également des critères de germination et de coalescence pour pouvoir modéliser ces phénomènes-là au cours de la déformation. Modéliser la rupture, puisque c'est le phénomène de base qui va conduire à l'apparition de porosité, et ça pour des travails de chargement assez complexes. Les hypothèses qu'on a fait pour l'instant, qui sont assez fortes, qu'il va falloir qu'on améliore par la suite, sont d'une part de considérer que les hétérogénéités sont uniquement la présence de particules et de porosité dans une matrice qui, elle, est homogène. On développe par ailleurs des outils de croissance de grains, donc on a également les moyens de modéliser les grains, mais on n'a pas encore couplé l'aspect grain et inclusion. Donc on considère que la matrice est homogène et qu'elle suit une plasticité de von Mises classique. Et donc là aussi, on peut améliorer les choses par rapport à ce point-là. D'un point de vue numérique, on va définir les interfaces entre les différentes phases par des fonctions level 7, dont la valeur 0 va être l'interface entre la matrice, la porosité et l'inclusion. Et une particularité de notre approche est le fait d'immerger complètement la microstructure. C'est-à-dire que même la porosité va être maillée avec des propriétés quasiment nulles d'un point de vue mécanique, mais on a un maillage global qui contient toutes les phases. C'est plus simple pour nous en fait, pour gérer les interfaces et les phénomènes de rupture qu'on va rencontrer par la suite. Et on va adapter le maillage à la fois sur des aspects géométriques, donc notamment les courbures des inclusions par exemple, et sur des aspects mécaniques avec des raffinements automatiques de maillage dans les zones qui vont être les plus déformées pour suivre l'évolution et la précision du calcul au cours de la déformation. D'un point de vue rupture, germination, on avait dit qu'il y avait soit de la décohésion à l'interface, soit de la rupture d'inclusion. Donc là, on a deux critères qui sont très simples. Le premier est basé sur l'analyse à l'interface de la contrainte normale et des deux contraintes tangentielles par rapport à un seuil. Lorsqu'on dépasse ce seuil, on va déclencher une rupture à l'interface entre l'inclusion et la matrice. Et pour les fragmentations d'inclusion, on se base sur la contrainte principale maximale. Et lorsqu'on dépasse un seuil, on déclenche une rupture dans toute la largeur de l'inclusion, perpendiculairement à la contrainte principale maximale. Et donc on va gérer ces deux mécanismes de manière simultanée pour modéliser ces phases de germination. Donc c'est ce qu'on voit ici. Donc là, on a deux inclusions et on tire verticalement. Et donc on a les deux mécanismes de décohésion ou de fragmentation qui apparaissent successivement. Là, on a un cas où on n'a que de la décohésion. Les porosités sont en bleu ici. Et on voit donc les porosités qui vont croître sous l'effet du chargement. On voit également des zones en rouge de localisation ici de la déformation et de la coalescence qui va apparaître naturellement parfois lorsque les porosités vont se toucher l'une l'autre. Donc là, il n'y a pas de critères de coalescence particuliers. Ce sont juste des porosités qui vont venir se toucher. Et donc ça fonctionne également en 3D. C'est beaucoup plus lourd en termes de temps de calcul, mais ça fonctionne également en 3D avec ces deux types de critères. Pour la coalescence, soit on laisse les porosités se toucher comme on l'avait auparavant, soit on définit un critère basé sur la déformation plastique, sur l'endommagement, sur une variable mécanique que vous définissez entre deux porosités. Et lorsqu'on atteint ce critère-là, on peut déclencher de la fissuration entre les inclusions, entre les porosités, pardon. Donc là, typiquement, c'était un critère basé sur la déformation plastique et on avait juste de la micro-fissuration qui se propageait entre les porosités. Voilà, donc ça c'est un exemple 3D également
pour montrer ces porosités ici qui vont apparaître. Et donc le maillage va être en permanence adapté en fait aux interfaces pour avoir le maximum de précision aux interfaces entre l'inclusion, la matrice et la porosité. Alors, pourquoi c'est intéressant ce type d'approche-là? C'est que ça va être un outil de compréhension vraiment intéressant et instructif, même si les critères de rupture sont assez simples pour l'instant. Je vais vous montrer deux exemples où on va faire varier les trajets de chargement et voir l'impact qu'ils peuvent avoir sur l'apparition ou non de porosité. Donc, le premier exemple, ce n'est pas le trajet de chargement, c'est plutôt l'orientation de la porosité. Vous vous rappelez du cas que je vous ai montré auparavant sur l'acier bénitique. Si on prend une inclusion qui est orientée dans le sens de chargement perpendiculairement ou à 45 degrés, et qu'on tire dessus et qu'on déclenche donc la rupture avec des paramètres qu'on a fixés par ailleurs, on se rend compte ici, quand on trace le taux de porosité, F étoile, par rapport à la déformation macroscopique du VER, on se rend compte que si on a des porosités qui sont plutôt orientées à 90 degrés par rapport à l'axe de chargement, on va avoir plutôt de la décohésion qui va apparaître et une croissance très rapide des porosités dès qu'on a la décohésion qui apparaît. Si on est plutôt orienté dans le sens de chargement, c'est plutôt de la fragmentation qu'on va voir apparaître ici en bleu. Et cette fragmentation va conduire à des croissances de porosité, mais finalement assez faibles par rapport au cas où on est à 90 degrés. Ça rejoint un petit peu de manière qualitative ce qu'on avait observé également expérimentalement. Voilà, ce qui est intéressant par rapport au trajet de chargement, si on prend cette même inclusion et qu'on lui applique un chargement proportionnel à 45 degrés, ou en traction cisaillement, ou en cisaillement traction pour arriver au même point de chargement final, et qu'on utilise encore une fois les mêmes critères fixés auparavant, on a ici deux graphes. Donc ça c'est le taux de porosité, je vais y revenir. Là c'est la triaxialité des contraintes. Donc si on est en cisaillement, on est plutôt quasiment nul, et quand on passe en traction, on va monter à 0,6. Quand on est plutôt en traction, on est à 0,6 et après on passe en cisaillement, et ça c'est le cas à 45 degrés en vert foncé. On se rend compte que le taux de porosité va être fortement impacté par ces trajets de chargement, notamment lorsque on est en traction d'abord en bleu, on va fragmenter plus tôt et on va avoir une taux de porosité qui va être plus élevé au début. Puis là on passe en cisaillement, on a un ralentissement et puis on continue à augmenter un peu la porosité. Lorsqu'on est en cisaillement d'abord, avec ces paramètres-là, on n'a pas de germination tant qu'on est en cisaillement, mais on a plastifié la matrice. Et dès qu'on va passer en traction, par contre, on va avoir une germination assez rapide et un taux de porosité qui va croître de manière assez prononcée pour aboutir finalement à la fin, donc au point qu'on atteint ici, avec des taux de porosité différents qui peuvent dépendre du trajet de chargement. Donc ça c'est le cas pour une porosité, mais vous imaginez que pour plusieurs porosités, ça va être aussi fortement le cas. C'est ce qu'on a fait ici en immergeant donc, une microstructure dans un VER et en appliquant de la même façon 3 trajets de chargement, 45 degrés, traction, cisaillement, cisaillement, traction. Donc là, vous voyez, en traction, on va fragmenter les inclusions, puis on passe en cisaillement, et on a une rotation de la microstructure, un peu de décohésion qui apparaît, mais assez peu de croissance. Si on commence par le cisaillement, on a de la plastification uniquement, mais quand on passe en traction, on va multifragmenter les inclusions et avoir des taux de porosité qui vont être un peu plus élevés. Et si on compare finalement le taux de porosité ici pour les différents trajets de chargement, on se rend compte qu'en effet, en cisaillement, au début, on n'a pas de porosité qui apparaissent, mais par contre, ce taux de porosité va apparaître beaucoup plus rapidement par la suite, dès qu'on repasse en traction. Donc ça, c'est un outil qui est une configuration qui sont très simples, mais qui montre à quel point ce trajet de chargement va avoir un impact sur les mécanismes à l'échelle de la microstructure. Et donc, c'est un outil qui peut être intéressant pour mieux comprendre ces phénomènes-là et par la suite alimenter des modèles macroscopiques. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là parce que justement, on n'a pas le temps. Malheureusement, ce projet ANR dont je ne vais pas avoir le temps de parler, donc consistait, juste celle-ci, à combiner des images qui étaient issues de l'aminographie. Donc, il nous donnait donc des images exactes d'une fonte à graphite sphéroïdale, des calculs par éléments finis, qui étaient maillés sur la même microstructure, et on voulait observer donc l'évolution de la déformation, et notamment la déformation critique au moment où on allait avoir la coalescence qui allait apparaître d'un point de vue expérimental. Et pour faire ça, en fait, il est indispensable d'appliquer des conditions limites exactes sur les bords du VER. On ne peut pas se contenter d'une approche FE carré, par exemple, où on fait une simulation macroscopique et on applique les conditions au niveau microscopique. Il faut vraiment avoir les conditions aux limites exactes sur les bords, et c'est là où la DVC permettait justement d'appliquer les bonnes conditions limites sur les bords du VER et de prédire l'évolution de la déformation locale entre ces nodules de graphite et la déformation en rupture. Donc je vais m'arrêter là. Donc, bon,
juste conclure. Malheureusement, je n'aurai pas le temps de présenter tout ça pour laisser le temps aux questions. Hop. Juste conclure cette partie micro, donc sur le fait qu'on a mis en place assez récemment ces outils-là. On pense qu'ils peuvent avoir un rôle vraiment intéressant pour comprendre les mécanismes. D'accord, ça reste vraiment plus de la recherche que utilisable d'un point de vue industriel. C'est vraiment complémentaire de ce que je vous ai montré en première partie sur les simulations à l'échelle macroscopique. Ça nous permet de vraies microstructures et de localiser vraiment les déformations, comme on peut le voir sur l'image en bas ici, et de comparer donc, ces champs de localisation, donc de déformation par rapport aux observables expérimentales. Et donc on a des résultats qui sont vraiment très prometteurs en termes de compréhension. Il faudrait bien sûr les améliorer en étant plus précis en termes de plasticité dans la matrice, en prenant en compte d'éventuels endommagements à l'échelle de la matrice elle-même. On s'est rendu compte que la plasticité de von Mises ne suffisait pas et qu'il y avait une accélération de l'endommagement parfois au niveau de la matrice. Et puis ce qui est intéressant également, c'est que ça peut s'appliquer par la suite à d'autres types de matériaux hétérogènes. Donc là, on a deux exemples de composites à matrice métallique ou de composites fibres courtes. Donc toute structure hétérogène pourrait être maillée comme ceci, et avec les bons critères de rupture, on pourrait s'intéresser à l'influence du trait de chargement sur ces mécanismes de rupture. Voilà, je vais m'arrêter là, donc désolé de ne pas avoir pu finir la dernière partie, mais je voulais insister vraiment sur l'aspect industriel et macroscopique aussi en entrée. Et donc je serais ravi de répondre à vos questions maintenant si vous en avez.